questions sont à la fin. Merci Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter, je te laisse la parole pour comment faire de la data science sans voir les données. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravi de vous présenter ce que fait Sarus, donc une société que j'ai fondée. Je vais me présenter brièvement. Sarus, c'est une société que j'ai cofondée avec deux autres, on est trois ingénieurs scientifiques, et elle a été fondée en 2020. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un produit qui permet de faire de l'analyse de données sans voir les données. Et donc aujourd'hui, je vais présenter, pour commencer, alors donc le texte est en anglais, mais je le commente en français. L'analyse de données, le problème, je vais poser le problème un peu qu'on se propose de résoudre. Je vais ensuite parler en termes généraux de ce qu'on appelle les privacy risks, donc les risques de fuite de données, de confidentialité. Ensuite, je vais parler d'une solution technique au problème de confidentialité qu'on appelle la differential privacy et la perte de privacy. Ensuite, je vais expliquer comment en fait, on peut actionner ces concepts-là avec un certain nombre de théorèmes qui permettent de construire comme du Lego des logiciels qui protègent la confidentialité des données. Ensuite, je présenterai comment, chez Sarus, on implémente tout ça, et je parlerai d'une brique chez Sarus qu'on a open sourcée, qui permet d'appliquer tous ces principes dans le cadre spécifique d'SQL. Donc, je vais commencer d'abord par présenter le problème général qu'on se propose de résoudre. Donc, on a des données qui sont sensibles, donc qui sont personnelles, par exemple, ou des données essentiellement personnelles. Et on a une personne qui est à l'extérieur de la zone de confiance, donc une tierce organisation, ou alors une autre filiale du groupe, ou voilà, et qui souhaite accéder à ces données. Et malheureusement, donc ces données, ça peut être, on va dire, des enregistrements médicaux, des dossiers médicaux, des comptes, une banque de détails, des données des ressources humaines, etc. Et l'analyste souhaite faire soit des analyses statistiques générales, type requête SQL, soit construire, transformer les données sources en Python, Panda, par exemple, pour ensuite construire des modèles de machine learning ou des choses plus avancées, type deep learning ou large language model, par exemple. Donc ça, c'est le problème qu'on souhaite résoudre. Aujourd'hui, comment résoudre ce problème? Le plus simple, c'est de bloquer l'accès. Donc aujourd'hui, c'est la solution principale, c'est-à-dire que les données d'un hôpital, pour par exemple pouvoir y accéder, travailler dessus, c'est extrêmement complexe et il faut montrer patte blanche, faut connaître des gens, etc. Il y a beaucoup de friction et donc il y a beaucoup d'études qui pourraient être faites qui ne se font pas. Quand c'est possible, il y a en général tout un process manuel, parce que c'est assez difficile de savoir vraiment ce qui est sensible, ce qui n'est pas sensible, etc. Donc il y a un process de conformité qui peut prendre des mois. Donc, et encore des mois, c'est au sein d'une organisation. Par exemple, si on regarde une banque de détail, ça prend entre 6 et 12 mois de donner l'autorisation à une filiale d'accéder aux données d'une autre filiale. Souvent, ce comité se met d'accord sur une manière d'anonymiser les données, et on va voir que ça peut dégrader beaucoup la qualité des données, et ou alors, si ça ne dégrade pas trop la qualité des données, il y a encore énormément de risques, et donc c'est pas satisfaisant. Donc l'idée de Sarus, c'était de proposer une sorte la petite boîte rouge qu'on voit là, c'est-à-dire une sorte d'interface qui permet de travailler sur les données de manière un peu systématique, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'opération humaine, sans que ce soit coûteux et avec plein de friction. Donc ça, c'est tout ce que permet Sarus, je vais passer dessus. Je vais maintenant essayer de décrire sur le fond quels sont les risques sur lesquels nous on se focalise. Donc, peut-être un peu en préambule, je ne parle pas de sécurité des données. On va supposer que l'environnement dans lequel se trouvent les données est bien sécurisé. Donc, on ne cherche pas à sécuriser, à empêcher les attaques, etc. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment ce qui sort de l'enceinte sécurisée,
que ça ne révèle rien sur un individu. Donc, ça, c'est le petit préambule. Donc, quels sont les événements historiques donc, pourquoi c'est important de se préoccuper des fuites de données? Ben, il y a des événements assez retentissants. Donc en 2006, AOL avait publié des logs de moteurs de recherche. Ils avaient juste enlevé le nom, le prénom ou l'identifiant du compte de la personne qui avait fait la recherche, ils l'avaient haché. Et donc, on pouvait quand même savoir que plusieurs requêtes appartenaient à la même personne, mais on ne pouvait plus remonter directement à la personne. Mais en fait, un historique de recherche, de moteur de recherche, ça permet souvent de savoir quel est le métier de la personne, où est-ce qu'elle habite, dans quel quartier, etc. Et bah, il y a un article fameux du New York Times qui arrive à montrer la photo de tout un tas de personnes qui sont dans ce dataset en croisant toutes les infos et en remontant jusqu'à l'individu. Là, énorme bad buzz pour AOL à l'époque. En 2007, à nouveau, un papier de recherche sort suite à un Netflix qui avait publié un jeu de données pour un concours de machine learning, et ils arrivent à redonner les noms et prénoms un fort pourcentage des utilisateurs dont on avait publié que un hash de l'identifiant et des historiques d'étoiles postées sur les films. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser des données IMDb, et en fait, les gens, en général, ils aiment à la fois les films sur IMDb et sur Netflix, et on peut croiser un peu l'information. Et ils avaient montré que c'était assez efficace. Donc ça, c'est deux cas un peu spécifiques. Je vais présenter un peu une histoire, et sur la base de cette histoire, donner un peu un sentiment de comment on peut essayer de résoudre les problèmes liés aux fuites de données. Donc supposons Alice et Bob, professeurs dans une université, par exemple, qui travaillent sur des données sensibles. Alice a publié un article récent où elle donne des stats sur combien d'étudiants ont des familles qui gagnent plus d'1 million de dollars par an, par exemple, et elle publie ce chiffre qui est 202 sur 3005. Bob publie une étude un peu similaire, et lui, il publie 201 comme chiffre, et chacun a suivi un peu les guidelines sur la sécurité des données de l'université, c'est-à-dire qu'ils ne publient pas des stats agrégées sur trop peu d'individus, ils font attention, etc. Eve connaît les deux papiers, et en fait, elle sait qu'il n'y a qu'un étudiant qui a quitté l'université entre les deux dates de publication, et donc elle sait que la différence entre les deux, c'est John, et donc elle sait que John a ses parents qui gagnent plus d'1 million de dollars. Elle le dit à tout le monde, et évidemment, tout le monde sait une information un petit peu sensible sur John, et c'est pas très évident de savoir qui a mal agi dans cette situation. Donc, la conclusion de cette petite histoire, c'est que protéger la privacy, c'est un problème difficile. Contrairement à ce que l'intuition suggère, agréger les données n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est détruire l'information qui permet de remonter à un individu. Et on voit bien que là, en l'occurrence, ce qui permet de remonter à John, c'est la connaissance du fait que John a quitté l'université. Et donc, plus on a d'informations auxiliaires, plus c'est facile d'attaquer une donnée quelle qu'elle soit, un résultat de calcul. Et le problème, c'est qu'on collecte de plus en plus d'informations sur les individus aujourd'hui. Et donc, ce qui était considéré comme assez sûr, peut-être il y a 10 ans, aujourd'hui ne l'est plus du tout. Et le pire, c'est que ce qu'on publie aujourd'hui, on pourra l'attaquer avec les données publiées sur les 10 prochaines années. Et donc, en fait, la solidité d'un procédé d'anonymisation, elle ne fait que se dégrader au cours du temps. Et par contre, on ne peut pas dépublier un résultat si facilement que ça. Et donc, il y a besoin vraiment d'une notion un petit peu solide de privacy pour un peu automatiser la sécurité sur la publication de résultats agrégés. Donc, il n'y a pas beaucoup de suspense. La differential privacy est un ensemble de théories qui permet justement de donner un sens à ce que c'est que la protection de la confidentialité des individus quand on publie un résultat agrégé. Donc, je reviens au problème qu'on s'était posé. Je vais formaliser un tout petit peu. On a un jeu de données privé. Donc là, c'est les données
socio-démo des étudiants de l'université. On voudrait pouvoir mettre, on a un algorithme qui calcule les agrégats, donc là c'est 202 ou 201, le nombre d'étudiants qui vérifient telle ou telle condition. Et aujourd'hui, si on publie les deux résultats, donc je marqué par des barres, on révèle une information privée. Donc l'idée de la differential privacy, c'est de perturber, c'est-à-dire on calcule le 202 et on va rajouter un bruit statistique pour cacher un petit peu l'information qu'on révèle en publiant le résultat agrégé. Donc là, j'ai rajouté du bruit aux deux résultats, avec un paramètre qu'on appelle epsilon égale 2, donc je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est-à-dire un bruit assez modeste. Si on répète cette opération, on voit que parfois le résultat d'Alice va être au-dessus, parfois il va être en dessous. Donc c'est plus si facile de dire bah oui, il y a un étudiant en moins dans les résultats d'Alice ou de Bob, donc je sais que John a ses parents qui gagnent plus d'un certain montant. En revanche, si on voit bien quand même que si Bob publie un résultat autour de 200, bah, c'est quasiment sûr que en fait, le résultat qu'il a voulu perturber était à 201 et pas à 202, et donc on peut quand même inférer quelque chose. Et donc, on peut quand même inférer à partir d'un résultat une certaine probabilité que John soit dans le groupe. En fait, donc il y a une métrique intéressante ici, c'est le ratio, donc si on répète vraiment plein de fois l'opération, c'est le ratio de probabilité de la sortie d'une valeur entre les deux distributions, entre les deux résultats perturbés. Cette grandeur, on appelle ça la privacy loss. On regarde souvent le logarithme de cette grandeur, qui rappelle, pour ceux qui ont fait des statistiques, le likelihood ratio, qui est la grandeur clé quand on fait des tests statistiques. C'est-à-dire, donc là, on s'intéresse à cette grandeur parce que c'est elle qui permet de dire à quel point on peut discerner les deux résultats entre Bob et Alice, et donc à quel point on peut inférer quelque chose de l'information sur John à partir des résultats publiés indépendamment. Donc si on rajoute plus de bruit, on voit qu'on protège beaucoup mieux les résultats, parce que c'est beaucoup plus dur là de dire, en répétant l'opération, c'est beaucoup plus dur de dire que toutes les barres rouges, en fait, c'est 202 plus du bruit, alors que toutes les barres vertes, c'est 201 plus du bruit. Mais si on répète quand même l'opération énormément, on finit par avoir quand même une idée du fait que la distribution verte est quand même légèrement à gauche de la distribution rouge. Et donc il y a l'idée quand même que même si on rajoute du bruit, il y a une petite information qui fuite à chaque fois qu'on publie un résultat, et que cette information, elle se cumule d'une certaine manière. Et donc la differential privacy, notamment, elle introduit une notion de ce qu'on appelle budget privacy, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va publier un résultat sur un dataset sensible, on va faire fuiter un soupçon d'information sur les individus. Et donc tout l'art de publier des résultats de manière sécurisée, c'est de borner cette fuite d'informations. Donc, differential privacy, il faut que le résultat soit randomisé. Et je vais donner maintenant une définition un petit peu plus formelle. La differential privacy, elle dit que si on a un jeu de données sensible, donc auquel on va dire que chaque observation de ce jeu de données, on peut l'attribuer à un individu, par exemple, qu'on souhaite protéger, alors, si on prend deux jeux de données voisins, c'est-à-dire qui diffèrent d'un individu, il ne faut pas que le résultat du calcul, pour ces jeux de données voisins, donc j'arrive à cette définition formelle, il ne faut pas que quand on applique un algorithme, donc un calcul qui va, donc c'est au sens très général, c'est-à-dire ça peut être calculer des moyennes, mais ça peut être apprendre un modèle de machine learning, il ne faut pas que la probabilité qu'un résultat de calcul soit très différente de la probabilité d'avoir le même résultat de calcul pour un dataset voisin. Donc on ne veut pas pouvoir discerner la présence ou l'absence de John dans un échantillon de données. Donc si on transpose ça par exemple à une analyse médicale, elle est differentially private si le fait qu'on rajoute ou qu'on enlève un patient, chacun pourrait sortir de l'échantillon sans que ça affecte significativement la distribution du résultat. Donc je vous renvoie à la littérature. Peut-être intuitivement, on ne veut pas que les distributions soient trop discernables, et donc on veut que les ratios des deux distributions pour les résultats d'Alice et Bob soient pas trop différents.
Il y a des théorèmes de composition, comme j'ai dit, qui permettent d'accumuler la privacy. Et donc, il y a une grandeur qui peut se sommer. Donc, la notion de budget de privacy a un sens, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on est un peu en temps limité. Donc maintenant, je vais passer à un peu tout l'édifice un peu théorique qui a été construit ces 10 dernières années sur la differential privacy. Donc il y a l'idée qu'il y a des mécanismes de base. Donc on peut par exemple publier un bit de données, un vrai-faux, avec differential privacy. Pour ça, il suffit de perturber, de flipper la valeur vrai-faux avec une certaine probabilité. C'est intéressant parce que c'est un procédé qui était utilisé notamment en sociologie dans les années 50 pour savoir combien de personnes aux États-Unis étaient communistes, par exemple. C'est une période où il ne faisait pas bon se déclarer communiste. On demandait à la personne de tirer à pile ou face. Et en cas de pile, elle répondait au hasard. Elle retirait là une pièce, elle répondait communiste avec une chance sur deux. Et en cas de face, on demandait de répondre honnêtement. Et donc ça permettait de pouvoir nier la réponse. Et ensuite, il suffisait d'agréger tous les résultats et d'enlever, et avec la loi des grands nombres, la partie randomisée s'estompait, il fallait juste faire une petite règle de 3. La differential privacy est un peu fondée sur le même type d'idée. Il y a le mécanisme de Laplace, donc là c'est pour protéger un agrégat. Il faut que la présence, donc là le fait on modifie un point n'ait pas trop d'impact sur la distribution de résultats. On voit que le ratio de vraisemblance reste complètement borné. Le mécanisme gaussien, il y a des propriétés un peu différentes. Le ratio de vraisemblance, de l'ordre de vraisemblance, le ratio de vraisemblance est pas borné, mais il n'est pas borné que pour un espace de probabilité très faible. Et il y a des mécanismes plus compliqués, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on pourra revenir après. Ce qui est important de savoir, c'est que ces mécanismes-là, on peut les composer via des théorèmes de composition pour construire des calculs assez complexes. Et donc, je vais vous montrer à peu près le type d'application qu'on peut avoir. Donc, pour récapituler juste cette partie, la differential privacy, c'est une théorie solide qui donne des garanties formelles de protection des données. Elle nécessite qu'on ajoute du bruit au résultat qu'on se propose au calcul qu'on se propose de faire, au résultat du calcul qu'on se propose de faire. Et elle donne un fondement à la notion de privacy loss et de budget de privacy. Donc, un des exemples de choses qu'on peut faire, c'est entraîner un modèle de machine learning, par exemple, avec un algorithme standard maintenant qui s'appelle DPSGD, donc une descente de gradient stochastique avec differential privacy. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est vraiment l'algorithme que tout le monde utilise pour faire du deep learning, pour entraîner un modèle. Donc là, en fait, cet algorithme, il est très simple. C'est exactement une descente de gradient stochastique. Il y a juste 3 opérations spécifiques. Au moment où on calcule, au lieu de calculer un gradient pour tout un batch, on va calculer les gradients observation par observation. Ensuite, il y a une phase de clipping, c'est-à-dire on ne veut pas qu'un individu donne lieu à un gradient qui est trop important, parce que ça voudrait dire qu'on peut le reconnaître donc on va clipper, ce qu'on appelle clipper les gradients pour qu'ils soient tous au plus d'une certaine taille. Et ensuite, on va rajouter un bruit qui est commensurable, qui est proportionnel un peu à ce clipping, à cette borne max des normes de gradient, qui va rendre invisible un peu chaque gradient. Mais comme on les cumule, ce bruit il va disparaître dans la masse par la loi des grands nombres. Donc là, bon, j'avais fait une petite animation, voilà. Le gradient, on le bruite à chaque fois, mais les bruits s'annulent plus ou moins, et à la fin, on converge vers un optimum comme en machine learning. Voilà, donc ça c'est un exemple d'application non triviale. Donc on peut faire du deep learning, on peut entraîner un modèle de langage, un grand modèle de langage, avec des garanties de privacy, qui nous permettent d'avoir notamment la garantie que le modèle ne va pas recracher des données d'entraînement, ce qui peut être intéressant pour certaines applications en santé, etc. Mais en fait, il y a des algorithmes qui permettent de faire de l'analyse, enfin, des statistiques assez variées, et vraiment on peut calculer, enfin, on peut vraiment faire à peu près tout le panel de l'analytics jusqu'au deep learning avec des garanties de differential privacy. Et donc Sarus implémente un peu ce spectre-là avec quand même un certain nombre de contraintes liées de contraintes pratiques et donc liées à l'usage aujourd'hui des data scientists.
Donc je reviens un peu à cette... donc ça c'est la présentation générale. Donc comme je le présentais tout à l'heure, Sarus c'est vraiment une sorte de proxy qui va s'installer près des données sensibles et l'analyse va se connecter à ce proxy pour travailler sur les données. Et donc je vais maintenant passer plus à une description plus technique. Les caractéristiques de Sarus, c'est qu'on les données privées restent où elles sont, on ne les déplace pas. Le data scientist, il va uniquement interagir donc il va écrire son code et il va l'exécuter. Le code va être parsé, analysé et une sorte d'arbre syntaxique va être envoyé là où sont les données. Il va être réécrit pour protéger, on va voir juste après, et le résultat est calculé sur les données et on s'assure qu'il a les bonnes propriétés de privacy et on renvoie le résultat. Et on arrive à donner une expérience interactive par différentes techniques que je vais un peu exposer rapidement. Donc dans Sarus, il y a deux utilisateurs types. Il y a donc le propriétaire des données. Donc lui, on lui donne accès à une interface qui permet on appelle ça embarquer ces jeux de données, de pouvoir définir un peu, en général, les jeux de données ne désignent pas l'entité sensible. Donc c'est un peu évident, mais il faut dire cette colonne, c'est l'identifiant d'utilisateur, c'est lui qu'on veut protéger. En fait, cette table, elle est reliée à cette table primaire. Alors il n'y a pas de foreign key, mais en fait, cet ID le relie quand même à la table des individus. Et donc en fait, il faut la protéger au même titre, etc. Donc on peut définir la notion qu'on appelle privacy unit, l'entité qu'on veut protéger au titre de la differential privacy, plus tout un tas d'autres choses que j'ai pas le temps d'exposer là. L'autre individu, l'autre utilisateur de Sarus, c'est celui qu'on appelle le praticien de données, ou data practitioner. Donc lui, il va avoir un compte que le propriétaire des données va lui attribuer. Il va se connecter à ce compte et en fait, il aura accès à l'API de Sarus. Et donc, il peut installer une bibliothèque, un petit SDK Python pour pouvoir travailler avec les données un peu comme s'il travaillait en local. Donc comment ça marche? Le praticien des données, il a son notebook devant lui, par exemple, il exécute son code, le SDK parse le code, le met sous une forme sérialisable, l'envoie et analyse sous forme d'arbre syntaxique, l'envoie à Sarus. Sarus réécrit le graphe de calcul, comme je le disais. Il est exécuté, ce graphe de calcul, sur la source de données sensible. Le résultat ressort. On renvoie le résultat, on check qu'il vérifie bien toutes les contraintes qu'a fixé le data owner, c'est-à-dire c'est bien differentially private. On enregistre une entrée sur un registre de privacy. Donc on a vu qu'il y avait une notion de budget de privacy. Donc il faut accumuler, à chaque fois qu'on a eu une interaction avec les données, accumuler la petite perte de privacy. Et quand on a atteint la totalité du budget, malheureusement, on ne peut plus interagir avec les données. Mais je pourrais vous expliquer comment on continue quand même à travailler. Et donc, pour réécrire, peut-être pour vous donner un peu une intuition des différentes stratégies de réécriture, pour réécrire un graphe de calcul avec une garantie de differential privacy, il y a plusieurs approches. Soit on prend le graphe de calcul et on essaie, et par exemple, je sais pas, on fait une jointure, on filtre les données, on les recode, et à la fin, on fait une agrégation sur une condition, par exemple. Donc, une des possibilités, c'est d'arriver à tracer l'individu, l'entité à protéger pendant tout le graphe de calcul, et au moment de l'agrégation, d'appliquer un algorithme differentially private, c'est ce qu'on appelle pré-processing plus DP évaluation. Quand on ne peut pas faire ça, parce que c'est quand même assez difficile tout au long d'un calcul de tracer un individu, ou alors on n'a pas, par exemple, d'algorithme differential private évident, on peut aussi partir d'une évaluation d'épée, donc ça j'expliquerai laquelle, et faire du post-processing après. Donc l'évaluation d'épée par défaut, pour nous, c'est un modèle de données synthétiques qu'on apprend avec differential privacy. Et donc on peut, comme calcul par défaut, si on ne sait pas réécrire notre calcul avec differential privacy, on peut toujours reprendre le même graphe de calcul et le calculer sur des données synthétiques avec differential privacy, c'est-à-dire substituer la source, substituer des données synthétiques. C'est une évaluation qu'on peut toujours faire et qui est notre fallback, qui permet d'être interactif tout le temps. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle la compilation d'épées récursive, c'est-à-dire
le résultat, on veut qu'il soit differentially private, et ça implique parfois que certains résultats intermédiaires le soient aussi. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans un certain nombre de cas. Pour donner un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, pour donner un exemple, donc là c'est un exemple de code Sarus. J'importe le client Sarus, je me connecte à un serveur qui est hébergé à côté des données et avec mon compte, et je peux récupérer un dataset qui est en fait un objet symbolique. Il n'y a aucune donnée qui est sortie de l'environnement. L'objet symbolique, c'est en gros ce graphe de calcul-là. C'est en gros la source à laquelle on a rajouté tout un tas d'informations. Cet objet symbolique, je peux le manipuler comme en Python. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je peux le manipuler comme en Python. Donc je peux, par exemple, définir une requête SQL et faire remote dataset.sql de la query et avoir le résultat comme Panda. Et ensuite faire dfhead comme si c'était Panda. Donc nous, on a surchargé un peu toutes les méthodes de Panda. Et donc ce dfhead, il n'est pas un vrai dfhead, il va juste construire de manière paresseuse le graphe de calcul. Et au moment où on fait printhead, c'est à ce moment-là qu'il envoie le graphe de calcul au serveur et que tout le calcul est réécrit, évalué et le résultat renvoyé à l'utilisateur. Et donc à la fin, on voit des lignes du dataset. Donc là, en l'occurrence, comme on n'a pas d'algorithme qui permet de montrer les données ligne à ligne, on a juste estimé le graphe de calcul sur les données synthétiques. Donc c'est ce qu'on appelle DP synthétique data plus post-processing. Donc là, on voit bien que dans le graphe de calcul, on a substitué à chaque dataset un équivalent differential private, un équivalent synthétique. Maintenant, si je sais avoir un équivalent differentially private pour une certaine opération, donc là, par exemple, je fais une moyenne sur un certain nombre sur une suite d'opérations qui a été enchaînée sur ma source. La moyenne, j'ai un algorithme de differential private qui nécessite que le dataset juste au-dessus, je sache tracer l'entité protégée. Et donc dans ce cas-là, j'ai une forme de compilation où je vais substituer à l'opération moyenne une opération moyenne differential private, c'est-à-dire une moyenne qui rajoute du bruit. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe général. C'est un peu rapide, j'ai pas tant de temps pour l'écrire comme ça, mais je pourrais rentrer dans le détail dans la session de questions. Ce que je voulais présenter plus en détail, c'est donc on a vu, par exemple, quand on sait avoir un équivalent differentially private d'une opération, en fait, on peut faire des choses assez puissantes. Et donc nous, on a investi quand même pas mal sur notre moteur, sur un moteur SQL qui permet de prendre une requête SQL et de la réécrire avec des propriétés de differential privacy. Cette bibliothèque, elle est écrite en Rust, elle s'appelle Curlew. Je vous invite à aller voir et à mettre des étoiles si ça vous plaît. Donc c'est la partie SQL. Donc c'est notre produit, il permet de faire du deep learning, tout un tas de choses, mais on peut aussi faire du SQL. Et donc là, ce travail a été présenté à AAAI cette année. Donc en gros, ce que fait Curlew, c'est vraiment un focus sur le SQL, c'est qu'il prend une requête SQL, il la parse dans une représentation intermédiaire, en gros MapReduce, qui ressemble à MapReduce, on va dire, et avec des joins en plus. Et cette représentation, elle se prête très bien à la réécriture avec differential privacy et au fait de tracer l'entité à protéger. Et donc, en gros, on prend cette représentation intermédiaire et module par module, on peut la réécrire pour avoir des propriétés de traçage de la privacy entity, protected entity, privacy unit, pardon, et le fait de rajouter du bruit au bon endroit. Je vais parcourir très rapidement les fonctionnalités de Curlew et on pourra en discuter ensuite. Contrairement, et pourquoi on l'a fait aussi, parce qu'il y a d'autres bibliothèques qui permettent de faire tout ça, open source aussi. La première caractéristique la plus intéressante, enfin celle qui la différencie des autres bibliothèques, c'est que c'est SQL to SQL, c'est-à-dire on prend une requête SQL, on la réécrit en SQL et dans différents dialectes. Donc ça permet, la plupart des bibliothèques, elles viennent avec un moteur d'exécution. Donc, par exemple, si j'ai des données sur une base de données BigQuery, Big Data,
je ne peux pas me permettre de copier les données ailleurs et d'exécuter un moteur d'exécution custom sur les données. J'ai envie d'utiliser le moteur de BigQuery et donc de lui soumettre, de soumettre une requête SQL directement. Donc ça, c'est un gros avantage d'avoir une approche SQL to SQL, c'est qu'on utilise le moteur de calcul qui est disponible nativement là où sont les données. Et c'est compatible avec vraiment beaucoup de bases de données. On a fait un petit effort pour être compatible avec beaucoup de dialectes SQL. Ensuite, notre bibliothèque, elle permet de faire des choses que beaucoup de bibliothèques ne permettent pas aujourd'hui. Et les plus notables, c'est les joins. On peut faire des joins et assez souvent, on peut quand même suivre la privacy unit. On supporte les common table expression, donc les WID, et les queries imbriquées. Et une feature aussi que ne font pas les autres bibliothèques, elles le délèguent à l'utilisateur. Donc on a vu, si vous vous souvenez bien, si vous avez bien suivi la partie théorique sur differential privacy, on rajoute du bruit, un bruit qui est commensurable un peu à l'impact que va avoir une observation sur le résultat. Et intuitivement, mais on peut le montrer, c'est important de connaître du coup la grandeur typique, de pouvoir borner la grandeur dans un agrégat, par exemple. C'est l'opération de clipping dans DPSGD. Par exemple, si je fais la moyenne des salaires d'une entreprise et que je veux rendre anonyme, que je veux cacher les salaires d'un individu, ben, si c'est Facebook et qu'il y a le salaire de... Alors, je ne sais même pas s'il y a un énorme salaire, mais de Mark Zuckerberg, pour pouvoir cacher l'absence ou la présence de Mark Zuckerberg dans l'agrégat des salaires, il faudra que j'ai énormément de bruit. Et donc, ce que je vais faire en général, c'est que je vais tronquer les salaires et je vais faire la moyenne des salaires tronqués. Ça permettra d'être beaucoup plus précis sur la moyenne en écartant évidemment les outliers. Donc, ce que fait Curloo, c'est que quand on connaît des encadrements précis de valeurs, par exemple, on a un âge, ben voilà, on dit que c'est entre 0 et 150 ans, il va le propager à travers les calculs. C'est-à-dire qu'il va, si on fait l'exponentielle pour une raison x ou y, on fait la moitié de l'âge, plus 3, etc. Dans les expressions, on va propager comme on peut les intervalles pour pouvoir garder en permanence un encadrement au plus proche des valeurs et pouvoir bruiter le moins possible le moment venu. Donc ça permet d'avoir un résultat plus précis que ce que font les autres bibliothèques. Parce que les bibliothèques qui existent sur le marché open source suggèrent à l'utilisateur, tout à la fin du process, d'introduire de l'info, de tronquer les valeurs, mais en fait, c'est pas toujours évident. Voilà. Il y a des limitations. Donc Curloo n'implémente pas beaucoup de mécanismes differentially private, donc pour nous ça suffit. Peut-être ce qui nous manque le plus, c'est l'estimation de quantile. Voilà, mais c'est pas si dur que ça à implémenter. Donc on le fera probablement si on a un peu de temps. Ensuite, Curloo, du coup, comme on réécrit du SQL en SQL, par défaut, on utilise le générateur de nombres aléatoires du système de base de données et il n'est jamais sécurisé. Et donc, il y a des papiers de recherche qui montrent qu'on peut attaquer assez facilement des résultats differentially private quand ils sont calculés avec un moteur de nombres aléatoires qui est rapide mais pas du tout safe. Donc voilà, ça, c'est possible de les réécrire avec le générateur de nombres aléatoires sécurisé des bases de données, mais ça demande voilà, un petit travail. Donc aujourd'hui, en fait, faut pas l'utiliser dans des cas faut pas ouvrir une base de données à son pire ennemi. Il vaut mieux connaître un tout petit peu la personne, mais quand même, pas besoin, enfin, la personne ne pourra pas diffuser des données sans se rendre compte facilement. Ensuite, on utilise, donc il y a plein d'autres attaques assez connues qu'on ne couvre pas. Par exemple, on utilise des données, des nombres en virgule flottante, et il y a plein d'attaques assez connues qui utilisent la précision des nombres à virgule flottante pour savoir quelle est la valeur initiale. Et on est soumis aussi à un certain nombre de vulnérabilités qui sont décrites dans le papier qui est là, la référence qui est là, qui sont des attaques de timing. Donc les systèmes de base de données modernes, souvent, ne font pas, suite à des tests par exemple, vont ne pas faire certains calculs. Et donc la présence ou l'absence d'un individu dans une table, quand on fait un calcul, va pouvoir se voir dans le temps que met la requête à s'exécuter. Et donc on a beau rajouter du bruit sur le résultat, bah, si le temps d'exécution nous renseigne sur la présence ou l'absence de quelqu'un, ça a été en pure perte.
Donc voilà, ces attaques-là, on les limite pas, mais il y a des stratégies pour les limiter en désactivant certaines optimisations de la base de données ou en attendant, c'est-à-dire en disant voilà le résultat SQL, je le livrerai demain. Comme ça, on peut plus faire d'attaque de timing facilement. Il y a une démo, vous pouvez utiliser, il y a un Colab qui permet de jouer avec la bibliothèque, qui embarque une base de données dans Colab et qui explique toutes les différentes étapes d'utilisation de Carlou. Et voilà, je voulais peut-être partager les différents liens. Donc, c'est une bibliothèque qui est sur GitHub. Il y a une page qui permet de jouer de manière interactive en mettant des requêtes SQL, en voyant le graphe s'afficher à côté, et comment il est réécrit, etc. Si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse de contribuer ou de le relier à votre bibliothèque à vous. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Voilà, on arrête.